Ça, c'est intéressant. C'est un article qui est sous presse dans le Canadian Journal. C'est un article de québécois qui a regardé une étude observationnelle, dans le fond, des données populationnelles du Québec sur la fibrillation auriculaire. Alors, il va être publié sous peu. Il est disponible par version Internet, là, mais c'est pour ça que vous n'avez pas toute la référence du Canadian Journal, parce qu'il n'était pas encore dans la version papier. Alors, qu'est-ce que ça concluait? Ça concluait qu'évidemment, la fibrillation auriculaire au Québec, dans nos patients à nous, est souvent associée avec plusieurs comorbidités, dont l'insuffisance cardiaque est la plus fréquente. On vient encore avec l'association des deux. Les ressources médicales sont importantes dans cette clientèle-là. L'antiarythmique le plus utilisé, évidemment, est l'amiodarone. Et on voit que le taux de décès après un diagnostic de fibrillation auriculaire est haut, particulièrement dans les premiers 60 jours. Donc, à partir du moment où les gens consultent avec particulièrement l'association FA et insuffisance cardiaque, dans l'année qui vient, ces gens-là ont des événements de façon significative. Lorsqu'on va un peu plus loin dans le papier, qu'est-ce qu'ils ont, ces patients-là, comorbidité associée à la FA? Bien, vous voyez que heart failure, ici, là, dans cette cohorte-là, totale, c'est 12 %. Mais il faut s'entendre, c'est tous les patients du Québec. Vous avez 64 000 patients avec fibrillation auriculaire qui ont été regardés dans les données médico-administratives du Québec. Et de ceux-là, il y en avait 12 % qui avaient une insuffisance cardiaque. Et vous voyez que dans les pathologies congénitales, ce n'était pas très fréquent. Infarctus aigu, il y en avait quelques-uns. Et évidemment, il y en a beaucoup qui ont été cardioversés. Mais vous voyez que l'association ici, même quand on prend un groupe qui inclut des paroxystiques, des low natural fibres, des gens en santé, il y a une proportion significative qui avait de l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que le nombre d'hospitalisations après avoir fait un premier diagnostic de fibrillation auriculaire et le nombre de consultations médicales, bien, vous voyez ici que, évidemment, ça augmente le taux de consultation aux spécialistes. C'est sûr qu'ils sont vus par des spécialistes après souvent leur épisode de fibrillation auriculaire dans l'année qui vient. Leur nombre de visites à l'urgence est en moyenne de 2 dans l'année qui suit. Et regardez ici, ça c'est surprenant. Vous avez d'un côté, ça c'est le pourcentage de patients en vie, puis vous avez en bas le temps après le premier diagnostic d'insuffisance cardiaque en jour. Et regardez, en 1 an, votre mortalité est à 14,7 %, puis à 5 ans, elle est à 36,8 % au global dans cette clientèle-là. Donc, ce n'est pas si banal que ça, la fibrillation auriculaire, et dans la population avec insuffisance cardiaque, probablement encore plus. Vous avez un autre versant ici, qui est l'étude RECORD-AF, qui était pilotée par John Cam à Londres, et le groupe de Toronto avec Paul Dorian faisait partie aussi de cette publication-là. Et eux, il y avait 5 171 patients, puis on regardait un peu dans les stratégies rhythm control, rate control, s'il y avait quelque chose qui changeait dans leur outcome. Et leur conclusion, eux autres, c'est que dans les patients qui étaient en fibrillation auriculaire, l'outcome clinique, qui soit orienté vers une stratégie rhythm control ou rate control, était particulièrement drivé par les hospitalisations pour arythmie, proarythmie et les autres comorbidités, mais pas nécessairement par le choix de stratégie qu'on avait pris. OK? Et que dans le groupe qui était assigné Rhythm Control, mais évidemment, c'est un biais, souvent, quand on choisit de les garder dans le groupe Rhythm Control, c'est qu'on a une raison. Évidemment, ces gens-là progressaient moins rapidement vers une fibrillation auriculaire permanente. Ça, je vais vous passer ça parce que c'est un peu trop petit. C'est le tableau détaillé des différents groupes Rhythm Control, Rate Control. Alors, vous allez pouvoir l'avoir dans les diapos qu'on vous a fait imprimer. Ça, je vais le passer aussi. Ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'est-ce qui était prédicteur d'un patient qui va s'en aller en fibrillation auriculaire permanente. Alors, vous voyez que, évidemment, si le patient était persistant versus paroxystique, bien, il y a plus de chances de finir permanent. On le sait que c'est un continuum. Hein, il commence souvent paroxystique, persistant, puis là, on décide si on s'acharne ou on ne s'acharne pas, puis ils finissent par être permanents. Puis ce processus-là peut durer 1 an, 3 ans, 5 ans, dépendamment de leur substrat sous-jacent. S'ils étaient en FA depuis plus de 3 mois, ils ont plus de chances d'évoluer rapidement vers une forme permanente, donc chronique. Au niveau de l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas si clair que ça, mais en tout cas, ceux qui avaient au moins des signes d'insuffisance cardiaque versus pas de signes du tout d'insuffisance cardiaque, évidemment, l'association insuffisance cardiaque et FA les fait plus évoluer vers une forme
permanente plus rapidement. Et les patients âgés de plus de 75 ans étaient aussi un facteur prédicteur d'évolution d'une EFA vers une EFA permanente. Si on regarde les adverse events qui arrivent avec ces patients-là, qui soient traités avec une stratégie ou une autre, vous voyez que c'est fréquent, hein? 28 vont avoir un adverse event quelconque, qui soit d'une intolérance médicamenteuse jusqu'à une toxicité de soit nos médicaments ou même le saignement relié aux anticoagulants qui atteint 3 à 4 dans la cohorte qui a été de cette cohorte-là de 5000 patients. Donc, on s'aperçoit que nos traitements ne sont pas parfaits, sont reliés avec des effets secondaires aussi, puis la pathologie de base elle-même est associée à une certaine morbidité aussi et une mortalité. Celui-là, un petit peu plus provocateur. Là, on a dit insuffisance cardiaque et FA, ce n'est pas une bonne combinaison. Puis on dit la FA, c'est probablement prédicteur de mortalité. Eux autres, ce qu'ils nous disent, ils disent un instant, si vous avez un patient qui est traité optimalement pour son insuffisance cardiaque, ce n'est plus la FA qui drive la mortalité. C'est la fraction d'éjection puis la maladie primaire de dysfonction ventriculaire du patient. Comment ils ont fait ça? Ce groupe-là, ils ont regardé au début la courbe Kaplan-Meier. Alors, vous avez leur population ici. Puis, vous voyez que rythme sinusal a l'air d'être probablement meilleur peut-être que la fibrillation auriculaire en termes d'évolution à long terme. Lorsque vous regardez en analyse multivariée, quelle était la relation entre la FA et le risque de mourir chez les patients qui étaient traités optimalement pour leur insuffisance cardiaque, vous voyez que la fibrillation auriculaire ne devient plus le facteur indépendant comme on voit en analyse univariée, mais que c'est beaucoup plus le fait que c'est des patients plus âgés, des classes fonctionnelles plus élevées, des gens qui ont plus de diurétiques, qui ont des créatinines plus élevées. Ça, c'est les facteurs qui vont prédire la mortalité dans votre groupe avec insuffisance cardiaque. Donc, peut-être espoir qu'effectivement, si on est agressif sur le traitement médical de ces patients-là, bien, c'est peut-être plus leur fibrillation auriculaire qui devient le seul driver de mortalité. Je trouvais ça intéressant. C'est un papier qui est sous presse, qui devrait apparaître sous peu et qui jette un regard un petit peu plus différent. Alors, je vous l'avais dit au début, on va peut-être finir avec plus de questions que de réponses, mais c'était le but de la présentation. Dans les recommandations pour le Rhythm Control, j'avais une particularité. Évidemment, bon, la cardioversion électrique, il n'y a rien de nouveau. Hein. Un patient qui est instable, réponse rapide, on le cardioverse. Ça, c'est une indication de type 1. Les patients avec une insuffisance cardiaque sévère, récente, l'utilisation des antiarythmiques pour maintenir un rythme sinusal, bien, lequel il nous reste qu'on peut utiliser, c'est encore l'amiodarone. Vous savez qu'il n'y a pas d'autres molécules en insuffisance cardiaque sévère qui a été prouvée sécuritaire, en tout cas dans celle qu'on peut utiliser actuellement au Canada. Donc, c'est encore l'amiodarone qui est l'antiarythmique si vous devez l'utiliser de choix. C'est aussi une option si vous pensez cardioverser le patient et que vous voulez diminuer la chance qu'il retombe en fibrillation auriculaire avec. On peut les préloader en amiodarone puis les cardioverser plus tard. Fait que ça arrive souvent. Hein. On veut les cardioverser parce qu'on pense que la FA rapide contribue à leur dysfonction. À ce moment-là, souvent, on les cardioverse, on commence l'amiodarone, puis s'ils récidivent précocement dans les premières semaines, on les cardioverse une deuxième fois. Il y a certains patients où, si on pense qu'on a peu de chances de les cardioverser la première fois, bien, on les préload, on les ralentit, puis après leur loading d'amio, après quelques semaines, là, on les cardioverse. Là où j'ai mis le X, c'est la dronédarone. Je pense qu'on a assez d'évidence maintenant avec les différentes études qu'en insuffisance cardiaque décompensée, la dronédarone n'est sûrement pas un choix intéressant. Et dernièrement, vous avez vu que la dronédarone chez les patients coronariens ischémiques n'a pas donné les résultats escomptés non plus. Donc, finalement, la dronédarone reste chez les low natural fib, paroxystiques cœur sain. C'est à peu près la niche actuellement pour la dronédarone. L'amiodarone demeure le premier. Qu'est-ce qui nous reste au niveau de traitement additionnel? Bien, il reste l'ablation des veines pulmonaires. Est-ce que l'ablation des veines pulmonaires chez les insuffisants cardiaques peut être une option intéressante? Je vais vous en parler un peu. Et la resynchronisation cardiaque en présence de FA, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on peut manager ces patients-là? Alors, quelle est la rationnelle et la perspective actuellement d'aborder plus précocement le rhythm control que le rate control? Alors, ce qu'on s'est aperçu finalement, c'est que, vous avez la ligne en jaune ici, pourquoi l'outcome n'a pas été très, très bon dans le rhythm control à date? On pense que probablement notre traitement est pire que la maladie. L'utilisation des antiarythmiques, on sait que dans le rhythm control, ça peut être associé à des effets
secondaires, même des effets néfastes. Et on sait que ces gens-là ont tendance à être plus hospitalisés. Pourquoi? Parce qu'on veut les maintenir en sinusale, l'antiarythmique ne marche pas, on les réhospitalise, on recommence, on les recardioverse, on arrête l'anticoagulant, on repart l'anticoagulant. On s'aperçoit que dans ce groupe-là, c'est celui qui a peut-être le plus de consommation de soins, effectivement, et que peut-être que c'est le traitement qu'on a qui n'est pas parfait pour les maintenir en rythme sinusal, puis c'est de là qu'on n'a pas l'effet bénéfique escompté. Donc, actuellement, il y a plusieurs études qui essaient de regarder. On sait, d'un autre côté, quand les gens sont moins malades, si on prend la fibrillation paroxystique et qu'on l'adresse tôt, ces gens-là ont moins de chances de devenir persistants ou devenir permanents. Hein? C'est un peu la même évolution qu'on a eue avec la resynchronisation. On a pris les gens les plus malades, puis après ça, on s'est aperçu que ça marchait, puis après ça, on l'a mis avec des gens moins malades pour essayer de prévenir qu'ils deviennent plus malades. Puis on s'aperçoit que ça marche aussi. Alors, l'AFA, on se dit peut-être qu'on devrait l'adresser plus tôt. Si vraiment on veut que la stratégie Rhythm Control marche, probablement qu'il faut la mettre plus tôt. Alors là, actuellement, il y a des études en cours où, comme première intention, pour maintenir un rythme sinusal, on va y aller de façon agressive, même avec l'ablation par cathéter, pour voir si on ne peut pas éliminer les effets néfastes des antiarythmiques, puis aller avec une stratégie basée plus sur du curatif.